Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Et si c'était grâce à nos imperfections que nous pouvions prendre une décision pleine et entière ? Dans une société de plus en plus dirigée par l'intelligence artificielle et hyper connectée, ce pouvoir de décision qui nous échappe remet en question les fondements de notre humanité. Mon invité du jour est devenu en 9 romans un auteur incontournable de la littérature. Traduit dans plus de 40 langues, il compte parmi les auteurs français les plus lus et nous accompagne vers une meilleure compréhension de notre chemin de vie en offrant un regard unique sur les humains et la société. Son dernier roman initiatique, Un monde presque parfait, publié aux éditions Mazarine, est une métaphore à peine extrapolée du monde moderne et qui pose la question suivante: comment retrouver notre décision propre, si chère à notre humanité ? Comment peut-on trouver des espaces de liberté pour se réapproprier sa vie ? Peut-on éviter une société polarisée ? Alors pour nous éclairer sur ce chemin d'émancipation, j'ai la grande joie de retrouver pour la 5e fois dans Métamorphose celui qui nous propose d'explorer une autre qualité de conscience. Je suis évidemment absolument ravie de retrouver aujourd'hui Laurent Gounel. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. Comment ça va ? Très bien. Oui ? Très très bien. Heureux de la sortie de ce nouvel opus qui est toujours très attendu par ton public. Mais oui, tout à fait. Alors, je me suis demandé d'ailleurs en te lisant si tu avais songé à t'exiler pour vivre éloigné de la technologie et d'une forme excessive du monde moderne. Si un jour tu as eu cette tentation avec tes enfants, tu as une famille, hein, tu ne le caches pas, je ne trahis pas de secret, non. de t'exiler comme ça. On a fait un premier pas déjà en quittant la grande ville, ouais. En quittant Paris pour la Bretagne, et en plus une petite ville de Bretagne. C'est déjà un premier pas, et notamment vers la nature. Maintenant, pour ce qui est de l'avenir, je pressens qu'un jour, il est fort probable qu'une partie de la population, en effet, décide de vivre différemment et souhaite en effet pas s'isoler, mais en tout cas se protéger d'une évolution de la société qui pourrait ne pas lui correspondre. Alors, est-ce que tu peux nous faire un peu le pitch de ton nouveau roman ? Ouais, si tu veux. Donc, déjà l'histoire, après on parlera des thèmes. Bien sûr. Donc l'histoire, en fait, c'est une sorte de roman d'anticipation, mais à court terme. Donc ça se passe dans un futur proche, qui pourrait être dans 5-6 ans. Donc une société très, très développée, hyper connectée, avec plein d'outils à notre service pour rendre la vie facile, agréable, confortable et prévisible. Ouais. Et donc, en effet, bourré de technologies, d'applications dans tous les sens, où les gens restent chez eux avec un revenu universel, et ils reçoivent à domicile toutes leurs commandes, même leurs repas tout faits, etc. Donc, vie vraiment super facile. Et donc, une partie de la population qui a souhaité quitter ce monde, qu'on appelle le monde des réguliers, pour aller vivre sur une île qui était déserte jusque-là. Et puis, ils ont fait sécession. On les appelle les exilés. Et les Ils sont combien d'ailleurs à peu près ? Je me suis demandé. L'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas, mais grosso modo, ce serait quoi, un département français ?
Ouais, c'est ça, Ouais. un petit département français, quoi. Une grosse ville, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. mais qui vivent, en l'occurrence, dans la nature, au contact de la nature. Ils n'ont pas complètement rejeté toute la technologie, mais disons qu'ils ont soigneusement trié pour garder ce qui était vraiment indispensable, Mmh. afin d'être plus en contact non seulement avec la nature, mais avec leur nature, leur nature humaine, donc plus à l'écoute d'eux-mêmes. Et puis se libérer de ces outils qui, certes, offrent une vie ultra confortable, mais ce faisant, peut-être, nous engourdissent un peu ou engourdissent un peu notre âme Mmh. et voire nous coupent d'une partie de nous-mêmes. Et on aura sans doute l'occasion de reparler. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'était une sorte de pas une suite parce que le rythme n'est pas du tout le même, ni les personnages, mais une poursuite en tout cas de ta réflexion, de ton livre précédent, Le Réveil? Non, pas vraiment, pas vraiment. Le réveil était vraiment très, très axé sur un point précis, en fait. Puisque c'était une sorte de satire de la façon dont la période du Covid a été gérée dans notre pays et dans d'autres aussi, puisque finalement, c'est le même modèle qui a été dupliqué, quoi. Mmh. Donc là, c'est vraiment différent. Un peu quand Hem, même sur les nouvelles techno, parce qu'il y a cet aspect, je trouve, où tu montres, les bénéfices qu'on peut en retirer, qu'on pourrait en retirer, ouais. et à la fois, ce qui finit par nous empêcher, on se prend les pieds dans le tapis parce qu'on est soumis à cette technologie. Tu le montrais bien avec l'exemple des voitures, par exemple, dans ton précédent ouvrage, Oui, oui, tout à fait. en disant, quand on aura des voitures tellement sûres, tellement etc., qu'il y aura plus d'accidents, mais on n'aura plus non plus de liberté. Donc le thème est un peu connexe. Tout à fait. D'ailleurs, c'est amusant que tu cites cet exemple parce que très récemment, donc longtemps après avoir écrit ce livre, j'ai lu les propos d'un philosophe allemand qui est Richard David Precht, qui explique que la voiture autonome conduira à la dictature. Ça peut sembler très surprenant parce qu'on voit pas trop le rapport a Oui, priori. quand on dit ça comme ça, Voilà. ouais. Et en fait, il explique que si, parce que finalement, la voiture autonome sera naturellement programmée pour n'écraser personne. Et on peut en effet s'y attendre, c'est Mmh. souhaitable. Mais ce faisant, les piétons l'auront vite compris. Donc les piétons n'hésiteront pas à envahir la chaussée, les jeunes feront la fête en plein milieu de la rue, et ça bloquera tout. Et ça deviendra ingérable. Et à ce moment-là, le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de localiser chacun sur son téléphone portable pour vous verbaliser de 135 € d'amende ou 2000 €, ou je ne sais pas combien, si vous stationnez sur la chaussée, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc à un moment donné, voilà, ce qui peut être vu comme un progrès technologique, selon ce philosophe allemand, risque de conduire à une forme de dictature, en tout cas de contrôle extrême. Mmh. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de romans un peu d'anticipation qui sont, je dirais, à peine des métaphores, parce que ton livre est une extrapolation, mais comme tu l'as très bien dit, c'est un futur qui pourrait être assez proche, qui pourrait être à quoi? Peut-être 15 ans? Ah oui, peut-être même moins, hein. Peut-être même moins, Ah à la oui, vitesse ouais, où ouais. ça va, puisqu'on sait que c'est exponentiel, et qui montre, et dans d'autres romans d'anticipation que j'ai lus, où il y a quand même une forme de polarité entre des personnes qui, à un moment donné, je pense au livre de Lionel Astruc, qui est un journaliste qui s'appelle Les 7 cabanes, où là, c'est plutôt un documentaire, c'est pas un roman, où on voit comment aujourd'hui des affranchis vivent déjà de manière différente en France ou dans le monde entier, Mmh. qui ne sont pas Mmh. de l'anticipation, mais déjà peut-être une réalité. Tu penses qu'on va vers une espèce de fracture comme Ah, ça? moi, je pense. Oui. Je pense. Y compris sur d'autres plans. On peut imaginer aussi des sécessions sur un plan religieux. Mais je pense, oui, il y aura une fracture parce qu'à un moment donné, ce ne sera pas possible d'être dedans et dehors à la fois, quoi. Mm. C'est-à-dire, je pense que la technologie va devenir tellement envahissante que justement, on pourra pas s'en extraire. Et ceux qui voudront s'en extraire seront obligés de vivre à part, quoi. Ça, c'est ce que je pressens. Maintenant, je me trompe peut-être, hein. Je ne sais pas si c'est une intuition ou juste une élucubration. L'avenir le dira. Mais je pense que ça peut venir assez rapidement, en tout cas. C'est compliqué en fait d'être sur quelque chose de modéré sur le sujet, c'est ça que tu dis aussi? En fait, les choses ne sont pas manichéennes, Oui. mais c'est surtout que on est en train de vivre, sans se rendre compte, un changement de civilisation, finalement. Mm. C'est jusqu'à présent, le progrès venait par petites touches et donc améliorer notre existence, nous faciliter la vie. Donc ça s'ajoutait, c'était pas un changement de civilisation. Mais Mm. là, on voit bien qu'il y a une bascule qui est sur le point de s'opérer, avec l'intelligence artificielle qui va remplacer la plupart des gens dans leur métier. Enfin, faut pas se voiler la face, on fait comme s'il ne se passait rien, mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'à très court terme, quand je dis à très court terme, c'est peut-être, je sais pas, à 5 ans, en moins de 10 ans en tout cas, Mm. les 3 quarts des métiers vont disparaître, quoi.
Et donc, fatalement, on va arriver à une situation où les gens resteront chez eux en percevant un revenu universel. Alors certains peuvent le voir positivement d'ailleurs, hein, en se disant bah, l'être humain va enfin être libéré du labeur. Et en effet, je pense que pour certains, ce sera un soulagement. Oui, et pour d'autres, bah, ce sera nous priver d'un moyen de se réaliser. Parce que le travail peut être, malheureusement pas pour tout le monde, certes, Mmh. mais il peut être l'occasion de se réaliser. Moi, je me réalise dans mon travail. Si demain on me propose même de gagner autant en restant à la maison, je serais pas heureux, honnêtement. Voilà, même si, c'est un travail qui est pas de tout repos, même si, voilà, comme tout métier, il y a Ouais. aussi des aspects, négatifs, compliqués, voilà, l'inspiration, elle vient pas tout le temps, parfois j'échoue, sur un projet de livre, voilà, avant d'écrire celui-ci, tu vois, j'ai travaillé 7 ou 8 mois sur un livre, qui me tenait à cœur et au bout de 8 mois, je me suis dit, «Non, finalement, ça fonctionne pas si bien que ça et ça va faire un roman assez moyen et je publierai pas un roman moyen». J'ai tout pris, j'ai tout mis à la poubelle, tu vois? Mmh. Donc c'est pas facile tous les jours Ouais, ça, et c'est dur néanmoins quand même, ça. ouais, c'est dur, mais ça fait partie de la vie, hein. L'échec fait partie de la vie. Ça, moi, je l'ai découvert il y a 30-35 ans, Mmh. sur le plan professionnel et je sais, que ça fait partie de la vie et que même c'est précieux, en fait. L'échec, nous permet de nous réinventer, quoi. Mmh. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, quoi. Absolument, oui, oui. Et en tout cas, voilà, moi, je me vois pas rester à la maison à regarder Netflix toute la journée pour faire simple, sauf que c'est ce qu'on proposera aux gens dans quelques années. Parce que quand une intelligence artificielle fera leur métier mieux qu'eux, ben, ils n'auront pas d'autre choix et je dirais même s'ils avaient le choix, eux-mêmes n'auraient pas envie de continuer. Tu vois, moi, je sais pas, il y a 20 ans, je me suis acheté un échiquier électronique et puis, dès la première partie, alors que je l'avais réglé sur le niveau le plus faible, dès la première partie, il m'a battu à plat de couture, la deuxième aussi et puis j'ai très vite arrêté, je l'ai mis au placard parce qu'il y avait plus aucun intérêt Mmh. puisqu'il jouait mieux que moi, mais tellement mieux que moi aux échecs. Je veux dire, l'issue était connue d'avance. Si demain, Il y a plus de mystère, en mais fait. voilà, si demain une intelligence artificielle s'y prend mieux que moi pour concevoir des histoires qui permettent de partager des idées, d'apporter quelque chose aux gens, mais je pense que j'aurais plus de plaisir à le faire, quoi. Je pense que j'arrêterais, quoi. Mmh. Même si on ne m'y oblige pas, quoi. Je m'arrêterais, quoi. Mais c'est triste. Beaucoup de gens s'épanouissent dans leur métier. Beaucoup de gens se réalisent. D'ailleurs, dans se réaliser, il y a réaliser, hein. Je pense qu'on se réalise en réalisant d'une part qui on est, mais aussi en réalisant des choses, quoi. On vient sur Terre, on s'incarne, notamment parce que l'incarnation nous permet de faire, nous permet d'agir. Ouais, c'est un mouvement, en fait. Mais oui, tout à fait, ouais. Je pense que l'être humain n'est pas fait pour glander dans un canapé. Tu as parlé à plusieurs reprises du revenu universel. Tu penses qu'on y va, justement, avec, en tâche de fond, peut-être une forme d'idée d'asservissement à travers ça, et non pas d'émancipation? Oui, je pense que ça peut être vu à tort comme une émancipation et ça le sera pour certains, une fois de plus. Donc Oui. ça, c'est positif. Mais pour la grande majorité des gens, ce sera un asservissement, une condamnation à ne pas s'épanouir, ne pas se réaliser, comme je viens de le dire. Et au-delà de ça, après, ça pose un autre problème, c'est un problème de liberté. C'est-à-dire aujourd'hui, si ce qui vous fait vivre, donc vos revenus sont le fruit de votre travail, vous avez une certaine liberté. Vous avez la liberté de changer de travail, vous avez la liberté de diriger votre vie comme vous le voulez. Vous avez même la liberté de désobéir à votre gouvernement si ça vous chante, Mmh. en mesurant les risques. Oui, mais demain, si c'est le gouvernement qui vous fait vivre en vous distribuant ce revenu, bah, vous voyez bien que vous faites plus ce que vous voulez, quoi. Parce qu'évidemment, la menace à ce moment-là est très, très tentante pour le gouvernement de vous priver de votre revenu si vous ne faites pas ce qu'il attend de vous, quoi. Et Alors, ça arrivera. on- C'est déjà arrivé, hein. Oui, alors on est quand Pas- même dans un pays où on est où beaucoup de gens dépendent déjà du gouvernement, sans parler de revenu universel. Oui. On a beaucoup de fonctionnaires. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une amie fonctionnaire qui est toujours d'ailleurs cardiologue à l'hôpital. Il se trouve que pendant le Covid, elle fait partie de ces soignants qui n'ont pas souhaité se vacciner. Voilà, moi je considère que c'est son droit. Elle a été suspendue, sauf que son hôpital s'est pas rendu compte tout de suite qu'elle n'était pas vaccinée. Je crois que à l'époque, c'était un certain mois de septembre, il fallait être vacciné. Ils s'en sont rendus compte au mois de décembre. Donc elle a travaillé 3 mois de plus. Et au bout de 3 mois, la DRH de l'hôpital a dit: «Oh là là, mais au fait, vous n'êtes pas vacciné, donc vous n'avez plus le droit d'exercer, donc il faut rentrer chez vous». Bon, très bien, je rentre chez moi. «Mais au fait, vous auriez dû arrêter il y a 3 mois, donc vous nous devez 3 mois de salaire». Et elle répond: «Mais j'ai travaillé pendant ces 3 mois, donc je mérite le salaire que j'ai reçu». On dit: «Non, non, est-ce que vous n'auriez pas dû travailler?» Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je ne sais quelle administration a bloqué son compte en banque et ils se sont servis sur le compte en banque.
de manière autoritaire, ils ont retiré l'argent qui lui avait été versé en tant que fonctionnaire de l'hôpital. C'est juste hallucinant, il n'y a pas eu de jugement. Ce n'est pas le fruit d'une décision judiciaire. Non, c'est une administration, donc le gouvernement, pour faire simple, qui a décidé de prendre l'argent qui lui avait été versé. Donc on peut imaginer qu'avec un revenu universel, il y a un levier très important sur cet aspect-là. Tout à fait. Alors ce que tu décris aussi très bien dans ce roman, c'est toute l'utilisation de nos données personnelles à notre insu. Et ça, tu le dis très bien, et je pense qu'on vit tous plus ou moins la même chose. En tout cas, moi, voilà. On te donne 10 pages de contrat pour nos données personnelles. Et donc, forcément, qui va lire ces 10 pages pour savoir à quoi on acquiesce? Donc, on finit par dire « j'accepte ». Et en fait, on ne sait pas ce qu'on accepte. Et finalement, que ce soit les GAFA, les très grandes sociétés qui collectent ces données, voire même des gouvernements, collectent à notre insu, mais avec notre accord, plein accord, toutes ces données. Tout à fait. Alors, je dis quand même à notre insu parce que les techniques sont tellement bien faites qu'effectivement, personne ne se lance là-dedans, quoi. Non, tout à fait. Personne ne va lire les conditions d'utilisation qui, en plus, changent tout le temps. Il y a encore 8 jours, j'ai reçu un mail de Google m'informant d'une évolution des conditions d'utilisation. J'ai autre chose à faire que de lire 50 pages de texte. Quand je dis 10 pages, c'est souvent même 50. Oui, ou 10 ou 50, peu importe. Enfin, voilà, on ne le lit pas. Donc, en effet, on donne notre accord les yeux fermés, quoi. Oui, il y a 2 utilisations. Il y a sur le plan privé, puis en effet dans la sphère publique. Sur le plan privé, ce qui est un moindre mal, je dirais, c'est l'adaptation des publicités. Bon, moi, ça me dérange pas qu'on adapte une publicité en connaissant mes centres d'intérêt pour me proposer ce qui est susceptible de m'intéresser. Je dirais ça ne me choque pas dans l'absolu. Là où ça devient un peu plus gênant, c'est en effet lorsque le but n'est pas de nous informer avec une publicité qui est bien ciblée, mais de modifier notre comportement. Bon, un exemple très simple, et ça remonte à des années déjà, ça va beaucoup plus loin aujourd'hui. McDonald's a versé des millions de dollars à l'entreprise qui gère Pokémon Go, le jeu qui consiste à partir à la chasse de petits objets virtuels, pour que l'entreprise Pokémon mette ça mette des Pokémon virtuels dans des restaurants McDonald's, quoi. Et à partir de là, ils pilotaient l'heure à laquelle ça devait apparaître. Donc, on envoyait les gens chercher un Pokémon dans un restaurant McDonald's à l'heure du repas. Et là, comme par hasard, vous sentez l'odeur de frites, etc. Et les gens décidaient de rester déjeuner. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que les gens qui allaient déjeuner à ce restaurant croyaient avoir décidé de déjeuner. Ils ne réalisaient pas que d'autres avaient décidé pour eux, en fait. D'autres ont choisi pour eux. Et donc, c'est de la manipulation pure. On conduit les gens à faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est du hacking du cerveau, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, tous les géants du web, aujourd'hui, collectent tellement de données sur nous qu'ils nous connaissent presque mieux que nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire, ils arrivent à savoir qu'est-ce qui va déclencher telle ou telle émotion en nous, parce qu'ils savent quel temps on va rester sur la vision de telle ou telle image, ou de telle information. Donc, en fait, ils savent tout de nous. Donc, c'est hyper facile ensuite pour eux, et ça a été démontré par une universitaire américaine, c'est pas une élucubration complotiste. Oui, alors dans beaucoup de tes romans, tu sources avec beaucoup d'études, etc. C'est le cas de tous tes livres. Oui. Là, en l'occurrence, c'est Shoshana Zuboff, qui est une professeure d'université aux États-Unis, prof à Harvard, enfin quelqu'un de tout à fait sérieux, qui a consacré 12 ans de sa vie à étudier ce qui se passait et qui explique. Elle a écrit un pavé de 800 pages qui est absolument passionnant, qui malheureusement a été assez peu diffusé. Et elle explique, en fait, dans ce travail de recherche, comment font ces entreprises pour aller de plus en plus vers le pilotage de nos comportements, pour nous pousser à faire ce qu'elles ont envie que l'on fasse, quoi. Alors, tu donnes un exemple, et suite à la lecture, quand j'ai préparé cette émission, j'ai eu la joie, évidemment, de le lire en avant-première pour préparer cette émission, puisque cette émission sort le jour de la parution de ton roman. J'en ai discuté avec mes enfants en disant, vous saviez que, par exemple, ce qu'on nous présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est très étudié pour dire, on t'a présenté, par exemple, 3 fois des choses qui t'intéressaient, après on te met un petit peu en carence, et après on va te représenter quelque chose. Tu en parles dans ton ouvrage. Oui. Comme quoi, il y a un algorithme qui nous met dans une forme d'attente et de carence. Tu m'as servi des choses que j'aimais bien et ensuite tu me les enlèves et que ça suscite le besoin, en réalité. Tout à fait. Il y a une vraie ingénierie psychologique pour agir sur nous et nos décisions. Donc ça va très très loin. C'est pour ça qu'en fait, ce qui est très vicieux, c'est qu'on ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe.
on ne peut pas se rendre compte de ce qu'ils nous font. Donc, c'est quand même assez pernicieux. Mais ça, c'est pour la sphère privée. Sur le plan public, il y a aussi beaucoup de données qui sont collectées. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que l'État en fait, mais y compris en France. La France fait partie des pays qui collectent le plus de données nous concernant, et y compris concernant des personnes qui n'ont rien à se reprocher. On pourrait dire, une personne qui est, je sais pas, fichée S au hasard, c'est pas forcément choquant qu'on collecte des données sur cette personne parce que c'est pour envie de protéger la population. Mais sauf que ça s'étend bien au-delà. C'est-à-dire aujourd'hui, le gouvernement français collecte des données sur tout un chacun, sur vous, alors vous n'avez rien fait, rien d'illégal, vous n'avez rien à vous reprocher, et il y a des données qui sont collectées sur vous, quoi. Et à quelle fin? Voilà. C'est toute la question. Point d'interrogation, oui. C'est toute la question, mais et après... peut-être qu'aujourd'hui, les personnes sont bien intentionnées, mais peut-être que les personnes qui seront demain au pouvoir le seront moins, mais elles auront accès à ces éléments. Vous voyez, c'est ça aussi. Alors, c'est ce que j'allais te dire, parce que quand tu dis « il », juste avant, quand on parlait de la sphère privée, on pourrait presque dire « nous », parce que quelque part, en donnant notre consentement, en utilisant ces outils, on participe quand même à ce mouvement, même s'il nous dépasse complètement. Oui, mais tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est aussi que on jouit de la facilité que nous offrent ces outils technologiques. Oui. Et ce faisant, on ne réalise pas quelque chose qui est pourtant assez essentiel, c'est que petit à petit, on abandonne notre prise de décision. Et en fait, c'est ça le vrai thème du roman, c'est la prise de décision. Parce que moi, j'ai constaté depuis quelques années maintenant que de plus en plus, les gens décident de moins en moins. À savoir que, aussi bien les petites décisions du quotidien, où on ne va plus choisir nos itinéraires, on ne va plus décider de nos itinéraires, on va se remettre à un GPS, à un Waze quelconque, on va peut-être même plus décider du petit resto dans lequel on va dîner, parce qu'on va s'en remettre à TripAdvisor, on ne va plus décider de la musique qu'on va écouter, parce que c'est Deezer ou Spotify qui nous pousse, quoi. Voilà, c'est ça, et c'est pas grave, on va dire. Mais on voit même en parallèle, d'ailleurs, qu'on prend moins aussi de grandes décisions dans la vie. C'est-à-dire, les gens, par exemple, se marient moins aujourd'hui. Depuis l'an 2000, il y a moins d'engagement, quoi. Il y a 20% de mariage en moins, donc il y a moins d'engagement, donc on prend moins de grandes décisions. Donc il y a petit à petit un abandon de la décision, et en parallèle, l'État, la société décide à notre place en bien des domaines. Je pense par exemple à la sphère professionnelle où on nous impose de plus en plus de normes dans nos métiers, donc de normes de comportement. Dans les entreprises, il y a les normes ISO à n'en plus finir, il y a les normes européennes pour tout le monde. On vous dit en fait qu'on décide à votre place de votre geste professionnel. Même un paysan, enfin un agriculteur aujourd'hui ne peut pas décider du moment où il va ensemencer ses champs. Ça semble incroyable, et c'est quand même le mieux placé. Il est sur place, dans sa terre, et il voit le temps qu'il fait au-dessus de ses terres. Il ne peut pas décider du moment où il va effectuer les semis. Il ne peut même pas décider de la hauteur de son tas de fumier. Ça a été codifié, il doit faire 2,50 m, pas 1 centimètre de plus. Donc, et là, dans ton roman, on ne peut même plus décider de ses émotions. Voilà, en l'occurrence. On peut le dire, ou tu veux pas trop qu'on dévoile? Si, on peut dévoiler un petit peu. Un petit peu, voilà. J'essaie toujours. Je fais très attention moi, quand je reçois des exactement. Donc j'aime bien ne pas tout dévoiler. Mais là, c'est vrai qu'il y a une façon d'anesthésier un peu émotionnellement, et donc on a pu les personnes dans le roman ont choisi cette voie-là, mais du coup, ça les anesthésie aussi émotionnellement, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Carrément même. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de supprimer. Alors, ça part d'une bonne intention, supprimer les émotions négatives. Donc, en effet, la violence. La violence. Donc là, j'ai imaginé un système avec un petit implant qui stimule le cerveau pour libérer de la sérotonine, entre guillemets l'hormone du bonheur, comme on la surnomme souvent, ce qui en effet nous calme. Donc, Techniquement, ce serait possible d'ailleurs, ça? Je suis pas biologiste, je peux pas dire. On est dans la fiction. Mais on peut imaginer que oui, puisqu'en fait, d'ores et déjà, il suffit d'absorber. Il y a des médicaments aujourd'hui qui sont des libérateurs de sérotonine. Donc, on peut imaginer que ce soit sous forme d'implant, qu'il y a un implant qui, à un moment donné, en effet, libère une substance qui aille au cerveau, qui permette au cerveau de sécréter la sérotonine. Oui, c'est a priori envisageable. Oui. Et donc, par rapport au pouvoir de décision, donc d'un côté, nous, on décide de moins en moins. De l'autre côté, l'État décide de plus en plus pour nous. Et c'est pas anodin parce que pour moi, le fait de décider est au cœur de notre humanité. Donc c'est aussi pour ça en fait que j'ai écrit ce livre, pour donner envie au lecteur de se réapproprier son pouvoir de décision. Décider, c'est au cœur de notre humanité. Pourquoi? Parce que décider permet déjà, je dirais, dans la vie d'évoluer. C'est grâce à nos décisions qu'on apprend des choses. Nos décisions nous entraînent sur un chemin.
notamment nos décisions professionnelles, mais pas que, les décisions personnelles, de choix de partenaires, etc. Nos décisions nous emmènent sur un chemin qui va être parsemé d'embûches, de difficultés, etc., qui vont nous faire grandir, en fait. Donc, nous sommes le fruit de nos décisions. En prenant une décision, vous exprimez qui vous êtes, quelque part. Donc, c'est essentiel de garder un pouvoir de décision. Il y a une autre dimension aussi à la décision, c'est que pour moi, décider, c'est exprimer sa liberté. Donc là, on rejoint cette notion de liberté. Et peut-être d'ailleurs que c'est ce qui fait peur aux gens en abandonnant leur prise de décision. Il y a la peur, il peut y avoir, et je comprends, la peur de prendre une mauvaise décision, donc la peur de se tromper, la peur de l'échec. Et pourtant, et on en avait déjà parlé ensemble dans un précédent podcast, l'échec est pour moi essentiel dans la vie. C'est un cadeau, certes mal emballé, on n'aime pas le recevoir, mais l'échec, en fait, est souvent ce qui nous permet de nous réinventer. On devrait inventer presque un autre mot, d'ailleurs, parce qu'il est tellement connoté. Ouais, je suis d'accord. Que maintenant, on le voit comme quelque chose de mal, alors qu'il est le mouvement et le vecteur d'une forme d'apprentissage. Mais oui, tout à fait. Et donc, décider et prendre des décisions nous conduit inévitablement de temps en temps à donc ce qu'on appelle à tort l'échec, en effet, et donc quelque part à souffrir, et en même temps, ça nous fait évoluer, ça nous permet parfois de nous réorienter. Je parle des échecs professionnels, mais aussi sur le plan personnel d'ailleurs, et finalement, ça nous permet de nous connaître aussi. Souvent, c'est après des difficultés, après des échecs, des mauvaises décisions qu'on s'interroge véritablement sur nos envies véritables, sur qui nous sommes au fond de nous. Et donc, ça nous permet de nous réinventer. Donc, c'est précieux. Donc, il ne faut pas abandonner comme ça notre pouvoir de décision. D'ailleurs, Mandela disait je n'échoue pas, soit j'apprends, soit je réussis, en fait. Exact. C'est vraiment dans cette lignée. En t'écoutant, je pensais à cette discussion que j'avais eue à Boris Cyrulnik et puis évidemment à Hannah Arendt aussi, que tu cites dans ton livre et qui est une source d'inspiration pour toi, qui est cette banalité du mal. C'est-à-dire que les choses, elles se font de manière insidieuse, on remet notre pouvoir parce que c'est confortable. Et Cyrulnik parle aussi de la confortable posture de la doxa, c'est-à-dire que finalement, on a un grand-papa ou une grande-maman qui décide pour nous. Et puis, on s'en remet. Quelqu'un doit bien savoir, et cette personne doit bien avoir raison. On lui fait confiance et on s'en remet. Tout à fait. Et en réalité, c'est comme ça une dérive insidieuse. Est-ce qu'il y a vraiment des véritables coupables? J'en sais rien, on n'est pas là pour chercher des coupables, mais c'est assez diffus tout ça. Oui, et puis il peut y avoir une bonne intention derrière, une fois de plus, notamment par rapport au pouvoir public qui mettent des normes partout. On le citait tout à l'heure. Je pense que ça part d'une bonne intention, qui est qu'on travaille bien, que les choses soient bien faites. Donc il y a une bonne intention, mais on sait, comme le dit le proverbe, que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et là, on est un peu sur le chemin de l'enfer, quand même. Moi, je connais des gens, je connais des médecins, j'ai rencontré un agriculteur, il y a un certain nombre de gens, des électriciens qui me disent on n'en peut plus, quoi. Il y a tellement de normes qu'on n'aime plus notre métier. Je connais des gens qui arrêtent leur métier juste parce qu'ils n'en peuvent plus de toutes ces normes. Ouais, on parle de l'éco-anxiété, mais on pourrait parler de la techno-anxiété ou de la normo-anxiété. Je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais je sais pas, on en parle très peu de ça, en réalité. Tout à fait. Y compris, là tu parles des agriculteurs, mais c'est pour tout type d'entreprise, où à un moment donné, tu te dis, attends, je ne suis plus en train de faire mon métier, je suis en train de gérer de la paperasserie. Oui, complètement. Donc notamment pour des PME. Voilà, tout à fait. J'ai un ami qui a créé une petite société de formation, rien que pour avoir l'agrément, pour avoir le droit d'exercer son métier. C'est tellement de paperasse qu'il est obligé de sous-traiter auprès d'une entreprise spécialisée. Et en plus, ça coûte une fortune. Bon, et là, d'ailleurs, il peut y avoir, là, pour le coup, une mauvaise intention derrière des pouvoirs publics qui, finalement, créent un système qui ne sert que les grandes entreprises. Qu'au bout d'un moment, seules les grandes entreprises pourront se payer des gens qui vont faire ce genre de paperasse, quoi. Parce qu'un petit indépendant ne pourra plus, par exemple. Non, ça devient trop lourd. Ça devient trop lourd. Donc, ça sert quand même aussi des grands intérêts. Il ne faut pas non plus se voiler la face, quoi. Alors, est-ce qu'on peut parler de dictature aujourd'hui quand on parle un peu des réseaux sociaux qui va justement donner cette image faussement parfaite de nous-mêmes et comment est-ce qu'ils exercent les pleins pouvoirs sur nous? Peut-être revenir dessus. Quel rapport tu as, toi, peut-être avec ces réseaux? Et puis, nous qui avons des enfants, l'inquiétude qu'on peut avoir pour les générations suivantes. Parce que nous et nos enfants, je dirais même, ont vécu un peu sans la technologie, mais maintenant, tous les jeunes qui naissent n'auront jamais vécu sans. C'est exact. Je dirais que les réseaux sociaux, c'est vraiment à l'image de tous les outils technologiques, à savoir que on ne peut pas dire dans l'absolu c'est bien ou c'est mal, quoi.
Pour paraphraser mon grand-père qui citait ce fameux dicton à propos de l'argent, et qui disait: «L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître», on pourrait dire la même chose des outils technologiques, en fait. Et les réseaux sociaux en sont une parfaite illustration. Les réseaux sociaux, si vous les utilisez pour être en contact avec des gens, avec un réseau d'amis et échanger, c'est le plus merveilleux des outils, quoi. C'est extraordinaire. Vous pouvez rester en contact avec vos amis, même s'ils sont partis vivre à l'autre bout du monde. Mmh. Maintenant, tels que sont de plus en plus utilisés les réseaux sociaux, et parce que nous sommes poussés à cela par les créateurs de ces réseaux, eh bien, en fait, les gens les utilisent comment? Ils utilisent pour, se mettre en scène. Donc il y a une forme de mise en scène de soi qui, en plus, n'est même pas de soi, mais c'est d'une version, tout à fait modifiée et idéalisée de soi-même. C'est là, on va retoucher les photos. Quand on publie une photo de vacances, ça va être la photo du jour où il a fait beau, même si c'était le seul jour de beau temps de la semaine. Donc c'est pas du tout représentatif de nos vacances. D'accord? Les photos vont être retouchées, on va avoir une bonne mine, on va se montrer entouré de gens qui ont l'air de nous admirer. Enfin, donc Il y a on n'est même des pas dans gens la qui arrivent réalité. voir, qui voient des chirurgiens qui disent: «Je veux ressembler à ma tête avec ce filtre-là». Ah d'accord, ouais. Ouais, c'est incroyable, quoi. Mmh. Et en fait, alors, il y a une bonne intention de la part des gens qui font ça, hein. C'est évidemment, tout le monde a envie d'être aimé. J'ai envie d'être aimé, quoi. Et donc, on se dit: «Bah oui, mais si je montre, voilà, cette photo avantageuse de moi, bah, je vais attirer à moi de l'approbation, des regards positifs et tout». Donc, je comprends cette bonne intention. Et en même temps, paradoxalement, c'est terriblement anxiogène, puisque si vous faites ça, vous savez bien que c'est pas tout à fait vous, en fait, que vous montrez en photo, vous savez que la photo a été retouchée. Donc, si les gens aiment, bah, c'est pas vous qui les aiment, en fait. Donc en fait, plus vous serez aimé pour ce genre de photos, plus au fond de vous, et sans doute inconsciemment ou plus ou moins inconsciemment, bah, vous sentez que c'est pas vous qu'on aime, et donc vous aurez de plus en plus de doutes sur votre valeur, quoi. Et donc vous sentirez de plus en plus obligé de truquer ces photos. En plus, quand on dit qu'on aime, le mot est fort parce qu'effectivement, Oui, on appelle ça des likes, mais quand on est suivi par 100 000, 200 000 personnes, je sais pas combien tu as de followers sur ton Facebook, mais 114 000, je crois. ouais, c'est ça. Donc Ouais. c'est quand même des centaines, des dizaines de milliers. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, en Mais plus? oui, bah, Parce bien que ce sûr. sentiment d'amour et de reconnaissance peut-être qu'on cherche, il peut pas être comblé de toute façon par ça. Il peut absolument pas être comblé par ça, et je dirais même que d'une manière générale, même au-delà des réseaux sociaux, on a évidemment intérêt dans la vie à se libérer du regard de l'autre, quoi. Apprendre que notre valeur ne dépend pas de la vision qu'en ont les autres. Mmh. Alors c'est Heu, ce que ton héros va apprendre dans ton roman, David. oui, c'est ce qu'il va apprendre, et il va apprendre à se libérer de ça, à se dégager de ça, mais ça présuppose, en fait, d'apprendre à s'aimer soi-même. Mmh. À s'aimer soi-même, parce que c'est vraiment seulement le jour où on est convaincu de notre valeur, et comprendre notamment d'ailleurs que notre valeur est tout à fait indépendante de nos réussites ou de nos échecs, de ce que l'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, quoi. On a une valeur intrinsèque. Et bien, c'est vraiment quand on le réalise qu'à ce moment-là, on a moins besoin que les autres expriment leur reconnaissance, en fait, Mmh. quelque part, quoi. Et Mais qu'est-ce qui fait que même si on le sait, parce que parfois des personnes, plein de gens qui nous écoutent, on a conscience de ça, mais qu'on n'arrive pas forcément à faire autrement. C'est-à-dire que Sébastien Boller, le neuroscientifique, l'a bien décrit dans son livre du bug du cerveau humain, c'est que il y a une partie de notre cerveau qui va vers la récompense immédiate, tu le décris très bien aussi dans ton livre, ce phénomène de la dopamine, oui, qui est très difficile à contrer en réalité. oui. Une fois qu'on est dans cet engrenage. Tout à fait. Ben ça, on peut expliquer ce mécanisme en quelques mots. Donc, notre cerveau libère un neurotransmetteur, en effet, qui s'appelle la dopamine, qu'on surnomme souvent l'hormone du plaisir, et qui est naturellement sécrétée par notre cerveau. Par exemple, quand on réussit quelque chose, donc si on réussit, bah, par exemple, tu réussis une interview, voilà, si tu es satisfaite, bah, tu vas sentir un certain Mmh. plaisir, ce sera une petite décharge de dopamine. Une petite récompense comme C'est ça. une récompense, voilà. Ouais. Les neurologues la surnomment ça le circuit de la récompense, quoi. On ressent aussi quand on se nourrit, quand on mange, si on a du plaisir à manger, c'est que ça nous procure de la dopamine. Et dans les deux cas, la fonction est la même. C'est-à-dire, tout a une fonction dans le corps humain, c'est merveilleux, quoi. Mmh. Et la fonction, c'est de nous inviter à reproduire la chose qui nous fournisse plaisir. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est motivé à continuer de mettre en œuvre des projets, à les réussir, que ce soit des projets professionnels, personnels, sportifs, de loisirs, tout ce que vous voulez, artistiques. Et puis aussi reproduire les repas, hein, ce qui est utile pour notre survie. Bien sûr, on a besoin de manger, donc Mmh. on a du plaisir parce que ça nous incite à renouveler l'expérience, quoi. C'est vital. Mmh. Et sauf que le problème, une fois de plus, avec ces outils technologiques, ces différentes applis, ces réseaux sociaux, c'est qu'ils nous fournissent
à la minute de la dopamine. C'est extrêmement facile d'avoir une petite décharge de dopamine quand on a un like, un pouce en l'air, un petit cœur, une petite flamme ou je ne sais quoi. Et donc finalement, c'est tellement facile d'en avoir qu'on peut le reproduire facilement. Et donc très vite, en fait, parce que le cerveau humain est programmé pour aller vers ce qui lui semble la meilleure chose pour lui, donc ce qui fournit le plus de plaisir, eh bien on peut être tenté de projeter finalement toute notre attention sur ces choses-là, qui peuvent nous détourner de nos projets, de nos loisirs, de tout ce dans quoi on peut s'épanouir finalement et se réaliser, quoi. Juste pour aller choper de la dopamine grâce à ces réseaux sociaux ou ces autres applis. Et donc finalement, ça peut nous détourner de l'essentiel, pour faire simple, quoi. Ouais, et puis ça nous bloque, comme tu disais, d'autres neurotransmetteurs qui sont liés beaucoup plus à une notion d'être heureux et du bonheur. Donc c'est ça qui est inquiétant. Oui, tout à fait. Ben, je crois que tout à l'heure, on parlait de sérotonine, on évoquait ça, qui est, elle, surnommée l'hormone du bonheur. Ben, c'est très intéressant d'ailleurs de savoir que la dopamine bloque la sécrétion de sérotonine. C'est-à-dire qu'en fait, le plaisir, la recherche de plaisir empêche d'être heureux. C'est étonnant quand même. Parce que ça va bloque dans le bonheur sens. et le sens, finalement. Oui, tout à fait. Mais tu vois, quand on le sait et qu'on est en conscience de ça, je trouve que ça permet d'avoir peut-être un niveau d'auto-vigilance sans tomber dans un hyper-contrôle, mais en tout cas de se dire qu'est-ce que je veux. Oui, tout à fait. Et de reprendre finalement son pouvoir peut-être décisionnel, qui est le cœur de ton roman. Exactement, tout à fait. Et se dire, je décide d'utiliser les réseaux sociaux de temps en temps, parce que voilà, je sais ce que ça m'apporte. Je décide d'utiliser telle appli. Et je décide aussi, par moment, d'éteindre mes appareils, d'éteindre toutes ces belles machines pour rester seul avec moi-même, revenir en contact avec mon corps et me reconnecter à moi, quoi, finalement. Tu y arrives, toi, au quotidien ou avec tes enfants, famille ? Oui, alors moi, j'y arrive. Ça me demande un effort quand même. Alors moi, c'est pas les réseaux sociaux, parce que comme tu l'as vu, je dois publier un post tous les 3 mois sur ma page Facebook, sauf quand je suis... Mais alors, quand tu publies, les gens sont trop contents, justement. La rareté fait la valeur. Non, moi ma dopamine, j'aurais plutôt tendance à la chercher sur les sites ou les applis de presse en ligne. Moi, j'aime bien savoir ce qui se passe dans le monde entier. L'actu. Même si c'est parfois futile, parce que ce sont souvent les informations inintéressantes, mais je me rends bien compte que ça me donne une petite décharge de dopamine. Et je me rends bien tout à fait compte que ça pourrait me rendre un peu accro, quoi. Mais en ayant conscience, du coup, je me force à laisser mon téléphone portable de côté, ou quand je travaille sur mon ordinateur, de pas toujours le connecter à Internet, pour pas être tenté, quoi. Et donc de me préserver des espaces où je vais être seul avec moi-même, avec mes émotions, avec mon corps, avec ma pensée, quoi. Et les enfants ? Les enfants, alors moi, si j'ai un conseil à donner, c'est les écrans, quelle que soit la forme de l'écran d'ailleurs, mais y compris les jeux vidéo, les écrans de jeu, le plus tard possible, mais vraiment le plus tard possible, donc surtout pas dans la petite enfance, jamais, même dans l'enfance. Et par contre, arrivé à un certain âge, à l'adolescence, l'enfant aura quand même besoin l'adolescent aura besoin d'un téléphone. Pourquoi est-ce que les jeunes, maintenant, tu l'as dit, ils communiquent plus que par les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut pas les couper de leurs camarades par un trop grand intégrisme sur ce point, quoi. Par contre, c'est nécessaire de communiquer avec eux, leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, leur parler de ces phénomènes de dopamine, leur expliquer les risques de se perdre, finalement, les risques d'être détournés de ce qu'ils aiment par ailleurs, de leurs loisirs, de leur sport, de leur créativité. Et après, il faut négocier, quoi. Par exemple, moi, avec mes filles, quand elles étaient un peu plus jeunes, on avait négocié qu'elles avaient droit de se connecter sur leur réseau social qui leur permettait de communiquer avec les copines pendant 20 minutes avant le repas, le soir. C'était le temps à voilà. louer. Donc, interdiction d'allumer le téléphone portable avant, quand on rentre de l'école, on prend un goûter, on fait les devoirs sans téléphone. Surtout pas faire les devoirs avec le téléphone à côté, parce que du coup, après, le jeune ne sait plus se concentrer, parce que toutes les 3 minutes, il y a un bip, ou alors il va surveiller l'arrivée d'un message ou autre, une notification, donc surtout pas. Puis il faut 20 minutes avant le repas, il y a 20 minutes pour échanger avec les copains et les copines. Et ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Oui, ça a fonctionné, parce qu'après, quand ils grandissent, ça devient un peu plus compliqué. Voilà, et après, il y a plus de négociations. Il faut discuter. Il faut réexpliquer, discuter. Beaucoup de personnes nous demandent comment faire avec des plus petits enfants, je dirais, quand on a décidé que c'est non, c'est plus facile, parce qu'on a plus, entre guillemets, autorité sur eux, parce que les objets, c'est nous qui les possédons. Mais une fois qu'ils ont plus leur propre objet, c'est vrai que ça devient plus complexe. Oui, c'est plus complexe, tout à fait. Ouais. Alors, peut-être, tout ça, ça nous mène à parler d'accepter aussi de vivre. On a parlé de l'échec tout à l'heure,
mais d'accepter de vivre avec l'imperfection et l'incertitude, Oui, qui sont deux choses très importantes en oui, réalité, hein, qui sont constitutives de la vie en réalité. ouais, complètement. On peut être tenté, on peut tous être tentés d'avoir une vie assez prévisible et donc d'utiliser une fois de plus tous les outils technologiques qui nous permettent parfois une certaine prévisibilité, donc qui nous rassurent. Tant pour montrer une image parfaite que d'avoir une vie parfaite prévisible. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est-à-dire, l'être humain a une aversion à l'égard du risque, c'est naturel, et donc une certaine aversion à l'égard de l'incertitude. Mm. Et pourtant, moi, je suis convaincu que l'incertitude est ce qui donne du sel dans l'existence, ça donne du piment dans la vie, et c'est aussi ce qui nous permet de nous confronter à la réalité, à la difficulté. Et c'est dans cette confrontation, hein, avec parfois une certaine difficulté, en effet, voire à l'échec, que l'on évolue et que l'on devient pleinement soi-même. Donc, je pense que c'est intéressant de considérer l'incertitude comme quelque chose de plutôt positif dans la vie, qui nous donne l'occasion d'expérimenter des choses. C'est ça. Voilà, en fait, c'est intéressant de voir la vie comme une expérience, Ouais, je j'adore trouve. ça. Ouais. Oui, Parce que il y a un côté terrain de jeu quand on voit ça comme ça. exactement, exactement, Anne. Ce qui est triste pour moi, c'est de se dire, OK, j'ai un peu l'américaine, j'ai un objectif, voilà où je veux arriver dans la vie, que ce soit sur le plan professionnel ou autre. Et puis, il y a un chemin et je vais m'arranger pour que le chemin soit le plus direct possible. Donc, je veux pas d'écueil, je veux pas de fausses routes, je veux pas me tromper d'orientation, je veux aller le plus droit possible, de la manière la plus rectiligne possible. À mon avis, c'est une erreur énorme. Il faut se planter, il faut se tromper de voie, il faut partir dans une mauvaise direction, parce qu'à ce moment-là, des choses vont émerger, y compris en nous. Mm. Et puis à ce moment-là, on se donne aussi la chance de réaliser que ce fameux objectif qu'on voulait peut-être atteindre, finalement, c'est pas le bon. Et là, c'est utile, pour prendre une métaphore machiniste, d'appuyer sur la touche actualiser, quoi. Ouais, On a le c'est droit ça. d'actualiser ses rêves, y compris les rêves d'enfance. Il ne faut pas y rester accroché, quoi. Mm. Et donc, c'est ce que nous permet aussi l'incertitude, quoi. Et c'est ce qui fait que la vie est riche et passionnante, quoi. D'ailleurs, ton héroïne, Ève Montoya, dans ton roman, elle a ce côté sagesse et philosophe. Alors, elle est imparfaite, elle est très humaine, avec tout ce que ça constitue, mais en même temps, elle est très à l'écoute de ça, y compris chez l'autre. Elle a ce regard profond de l'autre va peut-être se tromper, échouer, je vais le laisser faire ses propres chemins. Elle ne cherche pas à imposer, en fait, vis-à-vis de l'autre. Oui, tout à fait. Ce que tu vois, ce que tu dis est un peu un miroir de mon propre travers en tant que parent, parce qu'en tant que parent, moi, j'aimerais justement que la vie de mes filles soit facile, simple, et en même temps, voilà, c'est à l'inverse de ce que je viens de dire, quoi. Mm. C'est pas un service à leur rendre, quoi. Ouais, on en est tous là en tant que On parents. en est tous là, mais oui. Ouais, on en est tous là en tant que parents. Il faut à la fois, quand même, d'une certaine manière, les cadrer, les protéger, Ça, c'est certain. donner des limites, Oui. mais laisser de la liberté dans le terrain de jeu. Et c'est pas toujours évident de trouver la Non. bonne frontière, je trouve, en Non, tant que c'est pas parent, facile. entre les deux. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Et donc ça, elle y arrive bien, par contre, ton héroïne, héroïne. C'est pas vis-à-vis de ses enfants, c'est vis-à-vis d'un autre personnage, mais je trouve qu'elle a trouvé cette posture juste où elle le voit évoluer et elle se dit, il va pas forcément pour l'instant dans la meilleure direction qui lui semble pour elle, pour lui, mais elle le laisse faire ses propres expériences et je trouve ça Ouais. chouette. Ouais. Ouais. Alors moi, j'ai une amie qui s'appelle Belén Montoya, alors ça m'a... Je lui ai dit, tiens, tu liras ce livre. Peut-être est-ce une de ses cousines espagnoles. Donc c'est ça, exercer sa liberté, c'est accepter de se tromper. On revient là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que souvent, on est aussi... Tu as parlé du corps, j'aimerais qu'on revienne dessus. On est souvent déconnecté. On est dans la tête, on est dans le mental. L'intelligence artificielle, les réseaux, tout ça, ça nourrit la tête, mais finalement pas tellement le corps. Et l'apprentissage qui va être fait dans cet ouvrage, et un des thèmes, c'est comment on peut sentir à nouveau, ressentir, voilà, se reconnecter à soi, quels que soient finalement les moyens. Il y en a divers, il y a la musique, il y a le chant, il y a la danse, il y a plein de choses. Oui, tout à fait. Moi, et c'est sans doute une conséquence des études que j'ai faites, comme beaucoup de gens, j'ai longtemps pensé que mes décisions devaient être le fruit d'une réflexion. Et donc, quand j'avais une décision à prendre, même si une première idée me traversait l'esprit, je me forçais de lister, par exemple, des critères, de pondérer les critères ou les hiérarchiser, de faire un classement des différentes options qui s'offraient à moi pour décider de la manière la plus cartésienne, la plus rationnelle possible. Et aujourd'hui, je fais plus du tout comme ça.
Parce que j'ai découvert qu'on avait en nous cette capacité qu'on nomme l'intuition. Tu sais que c'est l'un de mes dadas, que j'ai écrit un roman là-dessus, quoi. Ouais. Et donc, on a en nous cette capacité d'accéder à l'information intuitivement, et ça passe par le corps. Ça passe par le corps. Le corps est une forme de miroir de la réalité extérieure. Donc, en fait, il y a plein d'informations qui passent par le corps. Et aujourd'hui, tu vois, quand j'ai une décision à prendre, eh bien, je vais surtout écouter comment je ressens les différentes options qui s'offrent à moi. Comment je les Comment ressens. tu fais alors du coup? Ah ben moi, je me pose la question, comment je le sens? Oui. Comment je le sens? Et donc, je vais, par exemple, s'il y a, je sais pas, 3 options, on va prendre un cas simple, un cas d'école, trois options possibles. Je vais prendre chacune d'elles et je vais m'interroger en me disant comment je le sens. Si j'arrive pas à ressentir quoi que ce soit, ça, c'est ma femme qui a mis au point ce protocole et ça marche super bien. Je vais imaginer 3 chemins de vie virtuels chez moi. Donc, vous faites ça chez vous. Vous imaginez, vous me mettez dans votre salon où il y a un peu de place. Si vous avez 2 ou 3 ou plus options qui s'offrent à vous, vous imaginez un trait au sol qui correspond à votre chemin de vie, c'est-à-dire à votre vie dans le futur, telle qu'elle va se dessiner à partir de maintenant, pour cette première option. Et puis, vous prenez quelques instants pour imaginer que vous avez choisi cette option et vous parcourez ce chemin de vie. C'est-à-dire concrètement, vous marchez dans votre salon sur cette ligne en imaginant que c'est une ligne qui vous emmène dans votre futur. Ouais, tu le fais physiquement. Ah, je le fais physiquement. Ouais. Donc, à vous de choisir l'échéance. Ça peut être une échéance de 6 mois, d'1 an. À ce moment-là, la ligne représentera 1 an, par exemple. Puis, vous allez jusqu'au bout de la ligne. Et là, vous vous dites, comment j'ai vécu ce chemin de vie avec cette décision que j'ai prise. Ensuite, vous retournez à la case départ. Vous vous secouez un peu les bras, les jambes dans tous les sens pour changer l'état interne. Deuxième option, un deuxième chemin, donc à un autre endroit dans le salon, une autre direction, éloignée de quelques mètres. Et puis, vous parcourez, pareil, ce chemin de vie en partant du principe que vous avez décidé l'option 2, quoi. Et arrivé au bout du chemin, pareil, comment vous le sentez. Et puis, idem, s'il y a 3 chemins ou s'il y en a 4. Et après, et là, vraiment, en étant accompagné par le mouvement sur une ligne virtuelle, eh bien, on ressent les choses, quoi. Et ça peut vraiment aider à choisir entre plusieurs options. Il y a vraiment des choses qui se dessinent de manière très nette, tu as remarqué, toi, quand tu l'as fait? Ah oui, complètement. Ouais. Bon, et parfois, c'est pas nécessaire de tracer ces lignes virtuelles. Moi, je me souviens, tu sais, quand j'ai publié Intuitio, donc, l'un de mes précédents romans, on était en septembre 2019, mon éditeur m'appelle, il me dit, est-ce que ton livre sera prêt pour une publication en octobre 2020? Et je lui dis oui, tout à fait, j'aurais fini dans quelques mois, aucun problème. Et j'avais à peine formulé cette réponse que j'ai senti quelque chose de très lourd et de très désagréable dans mon ventre. Mais vraiment, c'était très désagréable. Et donc, je lui ai dit, écoute, le livre sera prêt, mais je ne le sens pas depuis bien l'octobre 2020. Me demande pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Il m'a dit, écoute, je ne vais pas te forcer, tu veux le publier quand? On a choisi quelques mois plus tard, au printemps 2021. Donc ça, c'était en septembre 2019. 3 mois plus tard, le Covid apparaissait sur Terre. Et à la date initialement prévue, enfin envisagée pour la sortie du livre, donc octobre 2020, c'était le deuxième confinement, toutes les librairies de France étaient fermées. Ouais, ce serait tombé à côté, quoi. Ce serait tombé à côté. Donc j'ai pas eu cette information, mais j'ai senti qu'il fallait pas, et je m'en suis tenu à ça. D'ailleurs, on va pas le dévoiler, mais dans le roman, à un moment donné, tu es un petit peu en panne, tu dis tiens, comment je vais dénouer cette situation? Et là, tu décides à nouveau de te remettre dans ton intuition, et hop, tu trouves la réponse avec un livre au bon moment, au bon endroit, avec Joseph Campbell. Et tu le dis dans les notes à la fin. Oui, j'ai adoré parce que tu t'appliques ce processus, y compris évidemment pour l'écriture. Oui, complètement. Quand je bloque, en effet, je force pas. Je vais surtout essayer de réfléchir pour trouver quelle est la scène la plus appropriée à ce moment-là, ou que devrait faire le personnage. Je laisse venir, et si ça vient pas, je fais autre chose. Donc, je vais marcher dans la nature, je vais faire du piano, et je laisse venir, en fait. Et je sais que ça va venir. En fait, pour faire ça, il faut avoir confiance. Confiance en... On peut appeler ça soit la confiance en soi, soit l'intuition, soit la confiance dans l'univers, parce qu'en fait, on ne sait pas d'où ça vient, ces informations. C'est pas forcément en soi, quoi. Mais être vraiment dans un état de confiance dans l'absolu, je dirais. Se dire, ça va venir. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 3 jours, et peu importe, d'ailleurs. Mais je fais confiance, et ça va venir. C'est vraiment le tout vient à point qui sait attendre. Il y a quelque chose de l'ordre de cette sagesse. Oui, complètement. On est dans le flow. D'ailleurs, tu parles de cette expression prendre une décision en âme et conscience. Ça permet, tu crois que ce serait ça, de se laisser dans l'inconscient populaire, on dit ça, mais ce serait de se mettre dans un flow en disant je ne sais pas, donc je m'abandonne en fait à la réponse qui est juste à un instant T. Est-ce que ce serait ça en âme et conscience, ou ce serait de réfléchir à ses valeurs, de poser le pour et le contre?
Non, ce serait plutôt une forme de lâcher-prise qui peut s'opérer aussi tout simplement le soir en se couchant. Moi, parfois quand je cherche une information ou j'ai une décision à prendre, je me pose la question au moment du coucher, en me disant: «Tiens, voilà, je voudrais savoir ça». Mmh. Je fais confiance une fois de plus, et on verra au réveil. Et quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est que je me repose la question et en général, la réponse arrive comme ça, d'un claquement de doigts, comme par magie, en fait. Donc Mmh. il s'est manifestement passé des choses pendant la nuit, hein. Dans la nuit, il y a un lâcher-prise, on ne sait pas où part notre âme et et Mmh. souvent, elle revient avec l'information, en tout cas. Elle processe on ne sait quoi Voilà. qui émerge. Et c'est vrai que je te remercie parce que je le faisais beaucoup à une époque et puis je sais pas pourquoi ça m'était sorti de la tête et en te lisant, là, je me suis mise à le refaire. D'accord. Et en fait, c'est bon de le faire parce que, alors, faut pas forcément le faire tous les soirs, toutes les nuits, ça dépend un peu de Non, ce qu'on non. a envie. Mais j'avais interviewé aussi un expert en neurosciences sur les cauchemars et aujourd'hui, il Ah. existe une technique. Il y a des gens qui souffrent de cauchemars pathologiques. Je crois que c'est Mmh. 15% de la population, donc c'est quand même Ah, pas quand même, neutre. ouais. Et il y a une méthode qui permet aujourd'hui, en neurosciences, hein, de se former pour transformer sa pensée pendant les rêves et permettre d'éliminer une bonne partie des cauchemars pour se Mmh. reprogrammer. Voilà, c'est le mot que je cherchais, une forme de reprogrammation. Donc finalement, c'est D'accord. ça, intuitivement, que tu Oui, fais. quelque part, ouais. C'est une forme Ouais. de programmation. D'ailleurs, quand on est étudiant, on dit souvent, ah bah, si tu étudies le soir juste avant de dormir, Oui, on va aussi bien mémoriser, etc. Donc, oui, ça tout à processe fait. la nuit. Oui, oui, tout à fait, ça a été prouvé, ça. Alors, dans ton roman, ils vont l'utiliser à un moment pour processer des choses. On arrive aussi à la fin de cette interview. J'aurais encore 1001 questions à te poser, mais tu as également une contrainte de temps et de train qui t'attend. Même si on a plaisir à discuter tous les deux. Peut-être pour terminer, est-ce qu'on doit se préparer à une forme d'autonomie alimentaire ? C'est vrai que ils vivent dans cette île de manière voilà, un peu en autarcie, même s'ils ont des liens avec le continent. Tu parles de permaculture. Je sais que ce sont des sujets aussi au niveau de l'écologie qui te sont vraiment, qui te tiennent à cœur, hein, te sont chers. Je pense à cette expérimentation, Evelyne Adam, qui a créé les Carters en Bretagne, et bien d'autres, qui prônent vraiment cette abondance au niveau de comestibles, et qu'on ne retrouve pas effectivement dans une forme d'intelligence artificielle où tout est processé, la nourriture, les agriculteurs, avec tous les pesticides. Et là, il y a une autre voie également qui se dessine. Oui, tout à fait. Et on se rend compte quand justement, si on développe son petit potager en permaculture, que la nature est abondante, en fait. Et c'est intéressant de faire ça au moins une fois, hein, même si on ne le fait pas tous les ans. Et puis d'abord, il faut avoir un petit bout de terrain, hein, pour faire un potager. Mais on se rend compte que finalement, enfin moi, je l'ai vécu comme tel, ça peut faire disparaître les angoisses de survie que certains peuvent avoir, quoi. Mm. C'est en fait, on réalise que c'est pas très compliqué finalement de vivre, quoi. Mm. Parce que c'est assez facile d'avoir à manger finalement. Tu l'as expérimenté, toi, Ah oui, oui, tout à le fait. potager Ah, ouais. c'est incroyable, quoi. C'est même sur une terre de mauvaise qualité, en permaculture, on fait pousser ce qu'on veut, quoi. Ouais. Et de manière très abondante et sans un gros travail en plus, quoi. Il y a Alors, pas ça demande quand même d'y passer du temps pour mettre tout ça en place. Quand même, oui, C'est comme tout. surtout au début pour la mise en place, quoi. Mais la nature est généreuse, quoi. Et puis, ça nous rappelle à quel point, quand on a, par exemple, ses propres tomates, ses propres salades, c'est extraordinaire. Mais oui, C'est plus juste on prend, il n'y a plus ce geste forcément de prédation, mais il y a quelque chose qui est offert par oui. la terre et il y a une conscience qui s'élève aussi Tout à par fait. rapport à ce qu'on mange. Oui, tout à fait, on est directement en relation avec la vie, Mm. et aussi avec l'équilibre. Moi, ce que j'ai constaté dans mon petit potager, c'est que j'ai quelques fraisiers, par exemple, et j'ai constaté que mes fraises plaisaient beaucoup aux escargots. Oui, Et en fait, elles ont bon goût. Oui, Ils ont bon goût. ils ont mon goût, et en Pas les fait, fraises. mais ce que j'ai constaté, c'est qu'ils m'en laissent, en fait. Mm. Donc en fait, il y en a pour tout le monde. Ils Donc prélèvent- j'ai ils pas besoin de prélèvent- mettre un ouais. produit pour tuer ni même éloigner les escargots. Chacun sa part. Voilà, ils mangent quelques fraises, mais ils m'en laissent. Donc finalement, il y en a pour tout le monde, quoi. Mm. Pas besoin d'être en guerre, quoi. C'est très beau. Pour conclure peut-être cette émission, Laurent Gounel, j'adore cette phrase de Descartes dans ton livre. Être humain, c'est compenser une compréhension limitée par une volonté infinie. Quel serait ton mot de la fin à toi, Laurent ? Oh là là, je suis toujours embarrassé quand on me demande le mot de la fin. Non, c'est pas Genre pas évident. que ça fasse un peu pompeux. Non, c'est vrai. Surtout après une phrase comme ça de Voilà, Descartes. surtout passer après Descartes, c'est pas un Ouais, cadeau, non, hein, que tu me merci. fais. Hein.
Non, peut-être pour nous, on a parlé de la technologie, on peut dépeindre parfois un tableau un peu noir. Et en même temps, cette frange en fait, de gens qui reconnectent avec la nature, qui sont de l'autre côté, on les voit aussi comme, oui, ils ont des colères, oui, ils sont parfois énervés, agacés les uns contre les autres, mais ils sont vivants, en fait, ils sont pleinement dans leur humanité, quelque part. Oui, en fait, moi, ce qui me tient beaucoup à cœur, tu vois, on parlait à l'instant des escargots et de cette notion d'harmonie, d'équilibre. Moi, je suis très attaché à l'harmonie. Je trouve que notre époque est quand même très clivante et parfois, les pouvoirs publics jouent pour créer des clivages. Bon, on l'a vu une fois de plus avec le Covid, désolé d'en reparler. Et je trouve ça dommage, en fait, parce que personne ne détient de vérité. Je ne détiens pas de vérité. Et il faut arrêter d'opposer les idées, les gens et même les modèles de société. Une fois de plus, moi, je suis ni pour le tout technologique, ni pour un retour au mode de vie du début du XXe siècle. On peut être à la fois proche de la nature, proche de sa nature, et en même temps utiliser certains outils technologiques. Ce n'est pas incompatible. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de cette expression populaire en son âme et conscience. Dedans, il y a surtout la conscience. Moi, je dirais, c'est être conscient en fait de notre mode de vie, de ce qui se passe, et choisir, décider une fois de plus. Par exemple, quelle part de technologie je veux dans ma vie et à quelle part je renonce. Moi, c'est vraiment cette notion d'équilibre, d'harmonie qui était si chère aux philosophes de la Grèce antique, d'ailleurs. Oui. C'est cette harmonie à laquelle je suis le plus attaché, quoi. Et pas clivé, quoi. Pas d'opposition. Et d'ailleurs, tu emploies quelque chose que j'ai beaucoup aimé, j'en ai pas parlé, sauf au début en introduction, c'est cette idée de qualité de conscience. Et moi, j'aime bien, en fait, qu'on revienne à peut-être se reposer régulièrement la question. Oui, qu'est-ce qu'être conscient? Qu'est-ce qu'être à un moment donné dans cette qualité de présence à soi, à l'autre? Peut-être important tout simplement de revenir à ça. À chaque fois qu'on se pose des questions aussi de la technologie, de quels choix je fais, de quelles décisions, etc. Ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord. En tout cas, merci infiniment, Laurent Gounel, d'être venu une fois de plus nous éclairer dans Métamorphose. Tu es une des personnalités que je reçois le plus dans ce podcast. Je ne vais pas rappeler tous les numéros D'ailleurs, tu as fait le premier épisode de Métamorphose. C'était se libérer des masques de nos personnalités, au sujet notamment de l'énéagramme. On a parlé des intuitions, on avait parlé avec Christophe André pour le 100e épisode de Vivre sa métamorphose. Vous étiez venus tous les deux pour ton dernier roman, La liberté, essence de la vie et bien d'autres. Merci encore et je rappelle le titre de ton nouvel ouvrage, très attendu comme chacun de tes livres, Un monde presque parfait, publié aux éditions Mazarine. Merci beaucoup Laurent. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.